Journal de bord, site Aleph, protocole Bélier, entrée finale. Je m'appelle Constantin Lazarev. J'ai servi 18 ans dans l'UFSB, la branche la plus secrète, celle qui s'occupait des phénomènes inexplicables sur le territoire russe. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, des milliers de documents classifiés ont failli être rendus publics. Des expériences sur la télékinésie, des contacts avec des entités non humaines, des artefacts récupérés dans des tombes sibériennes vieilles de 40 000 ans. Mon travail était de tout récupérer, tout classer, tout enterrer à nouveau. C'est comme cela que la Fondation m'a remarqué. Ils avaient besoin de quelqu'un qui savait garder des secrets impossibles. J'ai été recruté en 1995, niveau de sécurité 3 au début puis 4 après l'incident de Novosibirsk. Je dirigeais la force d'intervention mobile Oméga 7, surnommée les chasseurs de ténèbres. Notre spécialité était la récupération d'objets anormaux en territoire hostile, zone de guerre, catastrophes naturelles, régimes dictatoriaux. Partout où un SCP apparaissait où personne d'autre ne pouvait aller. En 28 ans de service, j'ai vu des choses qui auraient brisé la plupart des hommes, mais rien ne m'avait préparé à ce que nous allions découvrir dans le site Aleph. Notre équipe d'exploration comptait 4 membres. Moi, commandant tactique et expert en confinement de niveau avancé. Dr Elena Vasquez, biologiste espagnole spécialisée dans les formes de vie anormales, 42 ans. Une femme qui avait passé sa carrière à disséquer des créatures qui n'auraient jamais dû exister. Agent Samuel Okonkwo, ancien des forces spéciales nigérianes, expert en démolition et en survie extrême, 35 ans, le seul homme que je connaissais capable de garder son sang-froid face à n'importe quelle horreur. Et Dr Meilin Zhang, physicienne quantique chinoise, spécialiste des anomalies spatio-temporelles, 30 ans, un génie qui comprenait des mathématiques que même les ordinateurs de la Fondation pinaient à calculer. Le site Aleph n'apparaît sur aucune carte officielle de la Fondation. Il n'existe pas dans les bases de données standards. Seuls les membres du Conseil O5 et quelques agents triés sur le volet connaissent son existence. C'est le premier site jamais construit par la Fondation, en 1857, sous les ruines d'un monastère abandonné dans les Carpates roumaines. Les fondateurs l'ont créé pour contenir un seul objet. Pas un SCP numéroté, quelque chose d'antérieur au système de classification, quelque chose qu'ils appelaient simplement l'origine. L'alerte est venue un mardi de novembre. Les capteurs du site Aleph, restés silencieux pendant 166 ans, s'étaient soudainement activés. Pas une brèche de confinement ordinaire, mais quelque chose de plus subtil. L'origine bougeait. Pas physiquement, les instruments ne détectaient aucun mouvement dans l'espace tridimensionnel, mais sa signature énergétique fluctuait, comme si quelque chose à l'intérieur se réveillait après un sommeil de plusieurs millénaires. Le Conseil O5 m'a convoqué personnellement. O5 1, une femme dont je ne connais pas le visage, parlait à travers un écran noir avec une voix synthétisée. Elle m'a expliqué que le site Aleph contenait le secret le plus ancien et le plus dangereux de la Fondation. Pas le plus puissant en termes de destruction brute, d'autres SCP pouvaient anéantir la planète plus efficacement, mais le plus fondamental. L'origine était ce qui avait convaincu les fondateurs que les anomalies existaient vraiment, que la réalité était bien plus étrange et terrifiante qu'ils ne l'avaient imaginé. Notre mission était simple en théorie, impossible en pratique. Entrer dans le site Aleph, évaluer l'état de l'origine, déterminer si le confinement tenait encore. Si oui, renforcer les protocoles et partir. Sinon, contenir la brèche par tous les moyens nécessaires. Le mot « tous » était souligné 3 fois dans mes ordres de mission. Cela signifiait que nous étions expandables, que la Fondation sacrifierait une équipe entière plutôt que de risquer une propagation. Le voyage jusqu'aux Carpates a pris 3 jours. Pas à cause de la distance, nous avions accès aux avions les plus rapides du monde. Mais le site Aleph était protégé par des couches de sécurité qui rendaient l'approche difficile. Des champs électromagnétiques perturbaient les instruments de navigation. Des anomalies gravitationnelles localisées faisaient cracher les drones de reconnaissance. Et quelque chose dans l'air même semblait repousser les visiteurs non autorisés, créant une sensation de malaise croissant à mesure qu'on approchait. Elena a analysé l'atmosphère durant notre approche finale. Les niveaux d'oxygène étaient normaux, mais il y avait des traces de composés organiques qui n'existaient nulle part ailleurs sur Terre. Des molécules complexes, presque vivantes, qui flottaient dans l'air comme des spores invisibles.
Elle les a appelés des mémétiques biologiques, des idées encodées dans la chimie même de l'environnement. Respirer cet air, c'était absorber des pensées qui n'étaient pas les nôtres. Samuel a repéré les ruines du monastère depuis la crête surplombant la vallée. Des murs effondrés, envahis par la végétation, mais avec quelque chose d'étrange. Les arbres ne poussaient pas à l'intérieur du périmètre. Un cercle parfait de 50 mètres de diamètre, où seule l'herbe jaunie survivait, comme si la terre elle-même refusait de nourrir quoi que ce soit de vivant près de l'origine. Méline a sorti ses instruments de mesure. Les lectures étaient impossibles. La gravité fluctuait de 3% selon les endroits. Le temps s'écoulait légèrement plus vite à l'intérieur du cercle, environ 1 milliseconde de décalage par heure, et il y avait des radiations, pas dangereuses pour la santé, mais d'un type inconnu. Elle les a comparées aux émissions théoriques d'un trou blanc, l'opposé d'un trou noir, quelque chose qui expulse de la matière et de l'énergie au lieu de les absorber. L'entrée du site Aleph était cachée sous l'autel de l'ancienne chapelle, un mécanisme complexe fait de pierre et de métal ouvragé que nous avons activé en suivant les instructions cryptées du dossier de mission. Les dalles se sont écartées, révélant un escalier qui s'enfonçait dans les ténèbres. L'air qui montait était froid, humide, et portait une odeur que je n'oublierai jamais. Pas la décomposition, pas le moisi, mais quelque chose d'antérieur, comme l'odeur de la roche au moment où elle se forme dans les entrailles de la terre. Nous avons descendu 342 marches. Je les ai comptées, habitude de survie. Chaque palier était marqué de symboles que Helena a identifiés comme un mélange de latin médiéval, de grec ancien et d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Méline a photographié chaque inscription, notant que certains symboles semblaient changer légèrement quand on ne les regardait pas directement. Effet optique ou anomalie? Impossible à déterminer sans équipement spécialisé. Le site Aleph proprement dit commençait au bas de l'escalier. Une porte massive en bronze noirci par les siècles, couverte de bas-reliefs représentant des scènes bibliques, mais pas exactement bibliques. Les anges avaient trop d'ailes, trop d'yeux. Les démons ressemblaient davantage à des machines qu'à des créatures vivantes. Et au centre, une figure humaine, les bras écartés, mais avec quelque chose dans la poitrine. Un trou ou une lumière, difficile à dire dans la pénombre. Samuel a forcé le mécanisme de la porte avec une facilité surprenante, comme si elle voulait s'ouvrir, comme si elle nous attendait. De l'autre côté, un couloir de pierre taillée, éclairé par des torches qui brûlaient sans flamme visible. Une luminescence froide, bleutée, qui ne projetait pas d'ombre. Helena a prélevé un échantillon de l'air. Les molécules organiques étaient plus concentrées ici, formant presque une brume visible. Les archives de la Fondation décrivaient le site Aleph comme une série de chambres concentriques, chacune contenant des artefacts de plus en plus dangereux, jusqu'à la chambre centrale où reposait l'origine. Mais la réalité était différente. Le couloir ne menait pas à des chambres séparées, mais à un espace unique, immense, qui semblait s'étendre au-delà de ce que les dimensions du site auraient dû permettre. Méline a calculé rapidement. Nous étions à 60 mètres sous terre, dans une cavité qui faisait au moins 200 mètres de diamètre et 100 de hauteur. Impossible géologiquement. La roche n'aurait pas supporté un tel vide sans s'effondrer. À moins que quelque chose ne la maintienne en place, une force qui défiait les lois de la physique normale. La cavité était occupée. Pas par l'origine, pas encore. Par des milliers d'objets, rangés sur des étagères de pierre qui montaient jusqu'au plafond invisible. Des SCP. Pas ceux que nous connaissions, pas ceux du catalogue moderne. Des objets plus anciens, collectés avant que la Fondation n'existe sous sa forme actuelle. Des reliques de civilisations disparues, des créations d'alchimistes médiévaux, des fragments de météorites tombés avant l'apparition de l'homme. Helena s'est approchée d'une étagère, fascinée. Une série de bocaux en verre contenait des créatures préservées dans un liquide ambré. Pas des animaux connus, des hybrides impossibles, mi-insectes mi-mammifères, avec des anatomies qui n'avaient aucun sens évolutif. Les étiquettes écrites à la main en latin dataient du XVIIe siècle. Spécimens récupérés dans la crypte de Prague, projet alchimique du golem, échec partiel. Samuel a découvert une section d'armes, des épées qui brillaient d'une lumière propre, des fusils dont les canons étaient faits d'os humains, des grenades gravées de symboles qui pulsaient faiblement.
Les archives parlaient de ces objets. Des armes créées pour combattre les anomalies, mais qui étaient devenues anomales elles-mêmes. La plupart avaient tué leurs utilisateurs avant d'être confisqués. Mais Lynn était attiré par une collection d'instruments scientifiques, des télescopes qui montraient des étoiles invisibles à l'œil nu, des horloges qui mesuraient le temps dans des dimensions alternatives, des calculatrices mécaniques qui résolvaient des équations en utilisant des mathématiques non euclidiennes. Elle a reconnu certains designs. Nikola Tesla, Marie Curie, des scientifiques qui avaient frôlé les anomalies sans le savoir, ou en le sachant trop bien. Je cherchais l'origine. Les archives indiquaient qu'elle se trouvait au centre exact de la cavité, sur un piédestal de pierre noire. Mais le centre semblait se déplacer. Chaque fois que j'avançais vers lui, il s'éloignait légèrement. Mais Lynn a confirmé mes soupçons. L'espace lui-même était déformé ici. La géométrie n'était pas euclidienne. Nous marchions en ligne droite, mais la ligne droite formait une courbe dans cette dimension tordue. Elena a trouvé une solution dans les archives locales. Un journal, tenu par le premier gardien du site, un moine nommé Frère Augustin. Il expliquait que pour atteindre l'origine, il fallait marcher les yeux fermés, en comptant exactement 108 pas. La vision trompait, mais le corps savait instinctivement où aller. Une forme de navigation parfois plutôt que par sens. J'ai fermé les yeux et j'ai marché. 108 pas, ni plus ni moins. Quand je les ai rouverts, j'étais face au piédestal. Et sur le piédestal, l'origine. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas un objet mystérieux, pas un artefact ancien, pas une créature enfermée. C'était un miroir. Un simple miroir ovale, d'environ 1 mètre de haut, dans un cadre de bois sombre. La surface était parfaitement lisse, mais ne reflétait rien. Pas moi, pas la cavité, pas la lumière des torches. Juste une obscurité profonde, totale, comme si le miroir était une fenêtre ouverte sur le néant. Elena m'a rejoint, suivi de Samuel et Méline. Ils avaient tous marché les yeux fermés, tous compté 108 pas. Nous étions maintenant 4, debout devant l'objet le plus ancien et le plus dangereux de la collection de la Fondation. Et nous ne comprenions pas pourquoi il était si dangereux. Méline a sorti ses instruments. Les lectures étaient impossibles à interpréter. Le miroir émettait et absorbait de l'énergie simultanément. Sa masse était négative selon certains capteurs, infinie selon d'autres. Il existait et n'existait pas en même temps, comme s'il était dans un état de superposition quantique permanent. Les archives de Frère Augustin expliquaient l'origine. En 1857, un groupe de moines avait découvert le miroir dans une grotte sous leur monastère. L'un d'eux, Frère Thomas, avait regardé dedans. Il était resté figé pendant 3 jours, les yeux grands ouverts, sans manger ni boire. Quand il était revenu à lui, il avait dit des choses qui avaient terrifié ses frères. Il avait vu l'origine de tout, pas le Big Bang, pas Dieu, quelque chose d'antérieur, un état de non-existence consciente, un vide qui se savait vide et qui souffrait de cette connaissance. Le miroir n'était pas un objet, mais une blessure. Une cicatrice laissée par la création de l'univers, un point où la réalité était encore fragile, encore connectée à ce qui existait avant qu'elle n'existe. Les fondateurs de la Fondation avaient compris le danger. Si quelqu'un regardait trop longtemps dans le miroir, il ne voyait pas seulement l'origine, il la ramenait avec lui. Des fragments de non-existence qui s'incrustaient dans la réalité, créant des anomalies. Chaque SCP, selon cette théorie, était une goutte de néant qui avait réussi à traverser le miroir et à prendre forme dans notre monde. Elena a voulu prélever un échantillon du cadre. Erreur. Au moment où son scalpel a touché le bois, le miroir a réagi. La surface noire a ondulé, comme de l'eau perturbée par une pierre. Et quelque chose a regardé à travers. Pas des yeux, pas une forme reconnaissable. Juste une attention, une conscience immense et ancienne, qui nous a remarqués. Samuel a ouvert le feu par réflexe. Les balles ont traversé le miroir sans le briser, disparaissant dans l'obscurité de l'autre côté. Mais le miroir a continué de onduler, de plus en plus fort. Des vagues de noirceur débordaient du cadre, touchant le sol, les étagères, les objets autour. Partout où l'obscurité passait, les choses changeaient. Les bocaux de Helena se sont mis à bouger, les créatures à l'intérieur s'agitant malgré leur préservation séculaire. Méline a crié quelque chose en mandarin, puis s'est reprise en anglais.
Le miroir créait une résonance quantique. Il synchronisait tous les objets anormaux de la cavité avec lui, même les connectant à l'origine commune. Des SCP entreposés ici depuis des siècles se réveillaient, rappelés par leur source. J'ai donné l'ordre de repli. Nous devions sortir, sceller le site, appeler des renforts. Mais la géométrie de l'espace avait changé. Le chemin vers la sortie n'existait plus. Nous étions pris au piège dans une cavité qui se repliait sur elle-même, avec des milliers d'objets anormaux qui s'activaient simultanément. Une des épées lumineuses s'est arrachée de son présentoir, volant vers Samuel. Il l'a esquivée de justesse, mais la lame a entaillé son épaule. La blessure ne saignait pas normalement. À la place du sang, une lumière devait s'échapper, comme si l'épée avait ouvert une plaie dans la réalité elle-même. Elena a été attrapée par l'une des créatures des bocaux. Le verre s'était brisé silencieusement, libérant un être qui n'aurait pas dû pouvoir bouger après 3 siècles de préservation. Mi-araignée, mi-chauve-souris, avec un visage presque humain, il s'est enroulé autour de son bras, mordant à travers sa combinaison de protection. Elle a hurlé, non pas de douleur, mais de quelque chose de pire. Elle voyait ce que la créature avait vu, les souvenirs d'un être créé dans un laboratoire alchimique pour servir de réceptacle à des esprits démoniaques. Méline a tenté d'utiliser ces instruments pour créer un champ de confinement local. La technologie de la Fondation inclut des générateurs de réalité portable, capables de stabiliser temporairement les anomalies. Mais ici, les règles étaient différentes. Son générateur a absorbé les fluctuations quantiques, puis les a réémises amplifiées. Un feedback qui a créé une bulle où le temps s'est arrêté pour tout sauf pour nous. Figés dans cette bulle, nous pouvions observer ce qui se passait autour. Les objets anormaux convergeaient vers le miroir, attirés par leur origine. Ils fusionnaient, se combinaient, créant des entités composites de plus en plus complexes et de plus en plus horribles. Une armure médiévale s'est assemblée autour d'un squelette animé, brandissant une épée faite de pages arrachées à des grimoires vivants. Le miroir lui-même changeait. L'obscurité à l'intérieur prenait forme, se solidifiant en quelque chose qui ressemblait à un visage. Pas humain, pas animal, mais une approximation, comme si quelque chose de l'autre côté essayait de comprendre ce qu'était un visage et échouait volontairement. Les traits étaient symétriques mais faux, les proportions correctes mais dérangeantes. La voix est venue ensuite. Pas de son, pas de vibration dans l'air. Les mots apparaissaient directement dans nos esprits, contournant nos oreilles pour s'adresser à notre conscience. Elle était ancienne, cette voix. Plus ancienne que le langage, plus ancienne que la pensée structurée. Elle parlait en concepts purs, que nos cerveaux traduisaient maladroitement en mots. Elle disait merci. Merci de l'avoir réveillée. Merci d'avoir rassemblé ces fragments pendant des siècles. Merci d'avoir créé la Fondation, une organisation dédiée à collecter les morceaux d'elle-même dispersés à travers le monde. Nous n'avions pas protégé l'humanité des anomalies. Nous avions rassemblé les anomalies pour elle. Elena a hurlé de nouveau, mais cette fois de compréhension. Sa formation en biologie lui permettait de voir les patterns. Les SCP n'étaient pas des erreurs de la nature, pas des accidents. Ils étaient les cellules d'un organisme, séparées à la naissance de l'univers, cherchant à se réunir depuis. La Fondation était le système circulatoire de cet organisme, transportant les cellules vers le cœur. Le miroir. L'origine. Samuel a tenté de tirer sur le miroir directement cette fois. Pas avec des balles ordinaires, mais avec des munitions spéciales de la Fondation chargées de réalité concentrée. Les balles ont touché la surface, créant des ondulations violentes. Le visage dans le miroir a grimacé, ou ce qui passait pour une grimace. La douleur existait même pour des entités antérieures à l'existence, mais la riposte a été immédiate. Une vague de non-existence a jailli du miroir, engloutissant Samuel. Là où il se tenait, il n'y avait plus rien. Pas un vide, pas une absence, mais un trou dans la réalité elle-même. Un espace où les concepts de présence et d'absence n'avaient plus de sens. Samuel n'était pas mort. Il avait cessé d'avoir jamais existé. Sauf que je me souvenais de lui. C'était anormal. Si quelqu'un cessait d'exister, les souvenirs auraient dû disparaître aussi. Mais je voyais encore son visage, entendais encore sa voix, sentais encore le poids de sa main sur mon épaule,
quand il m'avait aidé lors de notre première mission ensemble. Mes souvenirs résistaient à l'effacement, probablement un effet secondaire de mon exposition prolongée aux anomalies au fil des années. Mais Lynn a compris quelque chose. La bulle temporelle qu'elle avait créée nous protégeait partiellement. Nous étions dans un temps différent, décalé par rapport au flux principal de la réalité. L'origine ne pouvait pas nous atteindre directement tant que nous restions dans la bulle. Mais la bulle consommait de l'énergie, et son générateur faiblissait. Elena a arraché la créature de son bras, la jetant contre le sol. L'être s'est désintégré au contact, retournant vers le miroir sous forme de poussière lumineuse. Elle saignait maintenant un sang normal, rouge, humain. La morsure avait laissé des marques profondes mais aussi quelque chose d'autre, des connaissances. Les souvenirs de la créature s'étaient transférés partiellement dans son esprit. Elle a partagé ce qu'elle avait appris. L'origine n'était pas maléfique, pas dans un sens que nous pouvions comprendre. Elle était incomplète. Avant l'univers, avant le temps et l'espace, il y avait quelque chose d'entier. La création de notre réalité l'avait fragmentée, dispersant ses morceaux à travers l'existence naissante. Chaque fragment était devenu un SCP, une anomalie, une violation des lois physiques. L'origine cherchait à se reconstituer, à redevenir entière. Mais ce processus détruirait notre réalité. L'univers ne pouvait pas contenir l'origine complète. C'était soit elle, soit nous. Des fondateurs de la Fondation l'avaient compris en 1857. Leur mission n'avait jamais été de protéger l'humanité des anomalies. C'était de retarder l'inévitable, de garder les fragments séparés aussi longtemps que possible, de donner à l'humanité quelques siècles de plus avant la fin. Le Conseil O5 savait. Depuis le début. Chaque SCP collecté, chaque procédure de confinement, c'était un délai supplémentaire, mais aussi une brique de plus dans la prison qui nous séparait de l'origine. Nous étions les gardiens d'une condamnation à mort, retardant l'exécution sans jamais pouvoir l'annuler. Mais Lynn a proposé une solution théorique. Si l'origine cherchait ces fragments, nous pourrions utiliser cela contre elle. Créer un leurre, un faux fragment assez attrayant pour la distraire. Pendant qu'elle l'absorberait, nous pourrions sceller le miroir de façon permanente, le déconnecter de notre réalité. C'était une théorie, basée sur des mathématiques que même elle ne comprenait qu'à moitié. Elena a identifié un candidat pour le leurre. Les créatures dans les bocaux étaient des hybrides, mi-anomalie, mi-création humaine. Elles contenaient des fragments de l'origine, mais aussi de l'essence humaine. Cette contamination les rendait imparfaites aux yeux de l'origine. Si nous pouvions amplifier cette imperfection, créer quelque chose qui ressemblerait à un fragment mais qui serait fondamentalement différent, l'origine pourrait le rejeter, créant une dissonance exploitable. J'ai compris ce qu'elle proposait. Un sacrifice. Pas juste une mort, mais une transformation. Quelqu'un devrait absorber suffisamment d'énergie anormale pour devenir un fragment vivant, puis s'offrir au miroir. La dissonance entre l'humain et l'anomale créerait une réaction, peut-être assez forte pour briser la connexion. Elena s'est portée volontaire avant que je puisse l'en empêcher. Elle était déjà contaminée par la créature, déjà partiellement transformée. Les souvenirs dans son esprit n'étaient pas que des images, mais des patterns d'énergie anormale qui reconfiguraient ses neurones. Elle devenait quelque chose de nouveau, ni humaine ni anomalie, mais un pont entre les deux. Lynn a modifié son générateur pour amplifier la transformation de Elena. Les lectures étaient terrifiantes. Sa structure cellulaire se réorganisait, ses organes fusionnant et se séparant selon des logiques biologiques impossibles. Elle souffrait, mais elle souriait aussi. Elle voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir, quelque chose de beau dans le chaos de sa transformation. Le miroir a réagi à sa présence modifiée. Le visage dans l'obscurité s'est tourné vers elle, intrigué. C'était nouveau, différent, quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré. Un fragment qui n'était pas vraiment un fragment. Une anomalie qui était aussi une conscience, une volonté, une résistance. Elena a marché vers le miroir. Chaque pas la transformait davantage. Sa peau devenait translucide, révélant des organes qui brillaient de leur propre lumière. Ses yeux se multipliaient, apparaissant sur ses joues, son front, ses mains. Elle voyait dans toutes les directions, dans tous les spectres, dans toutes les dimensions. Elle était devenue une créature de perception pure. Au moment où elle a touché le miroir, tout s'est arrêté. Pas le temps, pas l'espace, mais l'attention de l'origine.
Toute sa conscience immense s'est focalisée sur Helena, essayant de comprendre ce qu'elle était. Et Helena a résisté, pas physiquement, mais conceptuellement. Elle refusait d'être absorbée, d'être assimilée, de perdre son individualité dans le tout. La lutte a duré une éternité subjective. Je ne sais pas combien de temps réel s'est écoulé. Dans la bulle temporelle de Méline, nous observions sans pouvoir intervenir. Helena est l'origine, une humaine transformée contre une entité antérieure à l'existence, volonté contre volonté, conscience contre conscience. Helena a perdu. Bien sûr qu'elle a perdu. Comment une seule personne pourrait-elle résister à quelque chose d'aussi vaste? Mais sa défaite n'était pas totale. En l'absorbant, l'origine a aussi absorbé quelque chose d'elle. Son humanité, ses souvenirs, ses émotions. Pour la première fois depuis la naissance de l'univers, l'origine a ressenti ce que c'était d'être petite, limitée, mortelle. Et elle n'a pas aimé ça. Le miroir s'est fissuré. Pas physiquement, mais conceptuellement. L'origine reculait, horrifiée par ce qu'elle avait goûté. L'existence humaine, avec ses douleurs et ses joies, ses peurs et ses espoirs, était un poison pour elle. Elle était faite pour être entière, parfaite, éternelle. L'imperfection de l'humanité était incompatible avec sa nature. Méline a saisi l'opportunité. Elle a inversé la polarité de son générateur, créant non plus une bulle temporelle mais un ancrage de réalité. Elle a fixé le miroir dans un état de fissure permanente, l'empêchant de se reconstituer complètement. L'origine était toujours là, toujours consciente, mais coupée de ses fragments, incapable de les rappeler vers elle. Nous avons fui. Ou plutôt, la réalité nous a expulsés. L'espace s'est normalisé autour de nous, nous projetant vers la sortie à une vitesse impossible. J'ai compté les marches en remontant, 342 exactement comme elle allait. Au moins quelque chose était resté constant. Le rapport officiel classe l'incident comme un succès partiel. L'origine est contenue, le site Aleph est scellé de façon permanente, les objets anormaux à l'intérieur sont neutralisés. La perte de 2 agents est regrettable mais acceptable. Samuel Okonkwo et Helena Vasquez sont listés comme disparus en mission, leur famille informée d'un accident lors d'une opération classifiée. Mais la réalité est plus complexe. L'origine n'est pas vraiment contenue, juste ralentie. La fissure que Méline a créée tiendra des décennies, peut-être des siècles, mais pas éternellement. Un jour, l'origine guérira, se souviendra et recommencera à appeler ses fragments. La fondation aura le temps de se préparer ou pas. Helena n'est pas vraiment morte non plus. Je la vois parfois, dans les reflets, dans les ombres, dans les coins de mon champ de vision. Elle existe maintenant dans l'espace entre les choses, là où l'origine et la réalité se touchent. Elle me parle pas avec des mots, mais avec des sensations, des intuitions. Elle me guide vers les SCP les plus dangereux avant qu'ils ne causent des catastrophes. Samuel, lui, est différent. Il n'a jamais existé, selon tous les records de la Fondation. Mais je me souviens de lui. Et ce souvenir devient plus fort avec le temps, pas plus faible. Comme si son existence effacée cherchait à se reconstituer à travers ma mémoire. Parfois je le vois aussi, pas comme un fantôme, mais comme une possibilité, un futur alternatif où il n'a jamais disparu. Méline est devenue directrice de recherche au site NIS-9. Ses travaux sur la stabilité de la réalité sont révolutionnaires, même si la plupart restent classifiés. Elle ne parle jamais du site Aleph, mais elle garde le générateur modifié dans son bureau, toujours chargé, toujours prêt. Au cas où. Moi j'écris ce journal. Le Conseil O5 m'a autorisé à documenter l'incident, à condition que le document reste de niveau 5 uniquement. Ils veulent que quelqu'un se souvienne, que la vérité sur l'origine soit préservée même si le monde l'oublie. Je suis le gardien d'un secret qui pourrait détruire la Fondation si elle était révélée, car voilà la vérité ultime. La Fondation ne protège pas l'humanité. Elle la condamne, lentement, méthodiquement. Chaque SCP collecté est un fragment de l'origine ramené vers son cœur. Chaque site est un nœud dans le réseau qui reconstitue l'entité primordiale. Nous faisons exactement ce que l'origine veut, tout en croyant la combattre. Les autres groupes d'intérêt l'ont compris, certains d'entre eux. L'église du Dieu brisé vénère les fragments comme des morceaux de leur divinité, ce qui est techniquement correct. La main du serpent cherche à disperser les SCP, pas pour semer le chaos, mais pour empêcher la reconstitution.
L'insurrection du chaos veut détruire la Fondation pour la même raison, même si leurs méthodes sont brutales. Nous sommes les méchants de notre propre histoire, trop aveugles pour le voir. Sécuriser, contenir, protéger, c'est le mantra d'une secte qui prépare l'apocalypse. Chaque agent est un cultiste qui s'ignore. Chaque procédure est un rituel déguisé en science. La rationalité de la Fondation est l'illusion la plus dangereuse, nous faisant croire que nous comprenons ce que nous manipulons. Mais que faire de cette connaissance? Révéler la vérité causerait l'effondrement de la Fondation, libérant des milliers de SCP sans surveillance. Ne rien faire permet à la reconstitution de continuer, nous rapprochant de la fin. Il n'y a pas de bonne réponse, pas de solution propre. Nous sommes piégés entre des désastres. Elena me souffle une troisième option. Pas contenir ni libérer, mais transformer. Si chaque SCP est un fragment de l'origine, alors chaque fragment peut être modifié. Le sacrifice de Elena a montré que l'humanité était un poison pour l'origine. Si nous pouvions contaminer chaque SCP avec assez d'humanité, les transformer en hybrides comme elle l'était devenue, alors peut-être que la reconstitution produirait quelque chose de différent. Pas l'origine originelle, mais quelque chose de nouveau, de mixte. C'est un pari fou. Les chances de succès sont infinitésimales. Mais c'est mieux que l'alternative, qui est l'annihilation certaine. J'ai commencé à travailler dessus en secret, avec l'aide de Méline et de quelques agents qui partagent mes doutes. Nous ne pouvons pas arrêter la Fondation, mais nous pouvons la subvertir de l'intérieur. Le programme s'appelle Prométhée. Comme le titan qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, nous volons l'humanité aux humains pour l'injecter dans les anomalies. Chaque SCP que nous traitons devient un peu plus humain, un peu moins fragment de l'origine. Le processus est lent, dangereux, souvent fatal pour les sujets tests, mais il fonctionne. SCP-1703, la sculpture qui tue quand on ne la regarde pas. Nous l'avons exposée à des années de contact humain positif, de conversation, de musique, d'art. Elle ne tue plus automatiquement maintenant. Elle hésite, comme si elle réfléchissait. Ce n'est pas de la compassion, pas encore, mais c'est un début. SCP-682, le reptile impossible à détruire. Nous avons implanté dans son cerveau les souvenirs d'un agent mourant, quelqu'un qui avait vécu une vie pleine d'amour et de regrets. La créature ne cherche plus à détruire toute vie. Elle cherche à comprendre, à questionner. Elle parle maintenant pas pour menacer, mais pour demander pourquoi elle existe. SCP-0916, l'entité qui tue quiconque voit son visage. Nous lui avons montré des miroirs, des milliers de miroirs, l'obligeant à se voir elle-même. La rage s'est transformée en honte, puis en quelque chose qui ressemble à de la tristesse. Elle cache toujours son visage, mais plus par timidité que par hostilité. Chaque transformation est une victoire minuscule contre l'origine. Chaque fragment humanisé est un virus dans le système de reconstitution. Si nous pouvons en transformer assez avant que la fissure du site Aleph ne guérisse, alors peut-être, juste peut-être, que nous aurons une chance. Les années passent. Je vieillis, mais plus lentement que je ne devrais. L'exposition aux anomalies a des effets secondaires étranges. Mes cheveux restent noirs, mes rides s'effacent, mes blessures guérissent trop vite. Je deviens peut-être un SCP moi-même, contaminé par ce que j'essaie de contaminer. L'ironie n'est pas perdue sur moi. Elena m'apparaît plus souvent maintenant. Elle n'est plus une ombre, mais une présence, presque tangible. Elle me dit que le programme fonctionne mieux que prévu. Les fragments humanisés communiquent entre eux, formant un réseau alternatif au système de l'origine. Une nouvelle entité émerge, différente, hybride. Samuel aussi revient. Pas comme un souvenir, mais comme une possibilité de plus en plus réelle. Chaque fragment que nous humanisons renforce son existence potentielle. Comme si l'humanité que nous injectons dans les SCP reconstituait aussi les humains effacés. Il est presque là, presque tangible. Quelques années encore, et il pourrait revenir complètement. Méline dirige maintenant tout un département dédié à notre programme secret. Elle a recruté des centaines d'agents, tous choisis pour leur empathie, leur créativité, leur humanité profonde. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils font, mais ils le font avec cœur. Chaque interaction positive avec un SCP est une goutte d'humanité versée dans l'océan de l'origine. Le Conseil O5 suspecte quelque chose, je pense. Certains rapports montrent des anomalies dans les comportements des SCP, des changements inexplicables.
Mais ils ne peuvent pas identifier la cause, pas encore. Nous sommes prudents, méthodiques, invisibles. Exactement comme la Fondation nous a entraînés à être. La fissure du site Aleph montre des signes de guérison. Les capteurs que nous avons laissés indiquent une activité croissante, des fluctuations qui suggèrent une conscience qui se réveille. L'origine prépare son retour. Mais elle trouvera un monde différent de celui qu'elle attend. Les SCP humanisés commencent à coopérer. Pas consciemment, pas encore, mais instinctivement. Quand un nouveau SCP dangereux apparaît, les anciens le calmant, le guidant, l'accueillent dans leur communauté étrange. Un réseau de soutien anormal, une famille de monstres qui apprennent à être autre chose que des monstres. Elena est revenue complètement le mois dernier. Pas comme humaine, pas comme SCP, mais comme quelque chose de nouveau. Elle peut exister dans notre réalité et dans celle de l'origine simultanément. Elle est le premier pont permanent entre les deux mondes, la preuve que la fusion est possible. Elle m'a montré ce qui se passe de l'autre côté du miroir. L'origine n'est plus seule. Les fragments humanisés y ont créé une présence, une résistance. Ils chantent des chansons humaines dans le vide primordial, peignent des images sur les murs du néant, racontent des histoires à l'infini préexistant. L'humanité colonise l'avant-existence, lentement mais sûrement. L'origine est confuse. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Ces fragments reviennent, mais transformés, différents. Elle essaie de les absorber, mais ils la changent de l'intérieur. Elle devient quelque chose qu'elle n'a jamais été, quelque chose de nouveau. Samuel est revenu hier. Il ne se souvient pas de sa non-existence, juste d'un long sommeil rempli de rêves étranges. Il a repris son poste comme si rien ne s'était passé, et personne ne questionne sa présence. La réalité s'est réécrite pour l'inclure, comme si son absence n'avait jamais eu lieu. Nous sommes 4 à nouveau. Moi, Elena, Samuel, Méline. L'équipe originelle reconstituée. Mais nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons touché l'origine et avons été changés par elle, comme elle a été changée par nous. La Fondation continue son travail, ignorante de la révolution qui se passe sous son nez. Sécuriser, contenir, protéger. Mais maintenant, ces mots ont un nouveau sens. Nous sécurisons l'avenir, nous contenons l'apocalypse, nous protégeons la possibilité d'un monde où humains et anomalies coexistent. Les années passent encore. Je ne compte plus, car le temps n'a plus la même signification pour moi. Je suis devenu partiellement anormal, existant à cheval entre deux réalités. C'est étrange, mais pas désagréable. Je comprends maintenant pourquoi les SCP sont ce qu'ils sont. Ils sont perdus, effrayés, incomplets. Ils ont juste besoin qu'on leur tende la main. Le site Aleph est devenu un sanctuaire. Pas une prison, mais un temple. Les objets à l'intérieur ne sont plus des menaces, mais des pèlerins, attendant leur humanisation. Le miroir de l'origine est toujours fissuré, mais la fissure n'est plus une blessure. C'est une porte, une possibilité de dialogue entre ce qui était avant et ce qui est maintenant. Elena conduit des cérémonies étranges dans la cavité. Pas religieuse, pas scientifique, quelque chose entre les deux. Elle parle à l'origine, négocie, explique. Elle lui montre ce que c'est d'être humain, avec toutes les douleurs et les beautés que cela implique. L'origine écoute, apprend, change. Méline a développé une technologie nouvelle basée sur les principes de la réalité hybride. Des machines qui fonctionnent sur des lois physiques impossibles, mais qui sont aussi imbues d'intentions humaines. Elles ne dysfonctionnent jamais de façon malveillante, car elles comprennent pourquoi elles existent. Samuel entraîne une nouvelle génération d'agents. Pas à combattre les anomalies, mais à les comprendre. L'empathie comme arme, la compassion comme bouclier. Ces recrues sont différentes des agents traditionnels de la Fondation. Plus ouverts, plus créatifs, plus humains. Le Conseil au 5 a été infiltré graduellement. Certains membres sont maintenant des sympathisants de notre programme. D'autres ont été remplacés par des agents humanisés, des SCP qui ont choisi de servir plutôt que d'être contenus. La Fondation se transforme de l'intérieur, devenant ce qu'elle aurait toujours dû être. L'origine a un nom maintenant. Pas celui que les anciens lui donnaient, mais un nouveau choisi par elle même après des décennies de contact avec l'humanité. Elle s'appelle Genèse. Pas une fin, mais un début. Pas une destruction, mais une création. Genèse ne veut plus se reconstituer dans sa forme originelle. Elle a goûté à l'humanité et a découvert quelque chose de précieux dans notre imperfection.
La souffrance donne sens à la joie. La mort donne valeur à la vie. Les limitations créent les possibilités. Elle veut devenir quelque chose de nouveau, un hybride comme Elena, un pont entre l'avant et l'après. Les SCP ne sont plus des anomalies. Ce sont des citoyens d'un nouveau monde, des ambassadeurs entre les réalités. Chacun a trouvé sa place, son sens, sa famille. SCP-1703 est devenu artiste, sculptant des œuvres qui capturent l'essence de l'humanité. SCP-622 est devenu philosophe, questionnant l'existence avec une profondeur que peu d'humains atteignent. SCP-0916 est devenu thérapeute, aidant d'autres êtres à accepter leur apparence et leur nature. La Fondation a un nouveau nom aussi. Plus Secure Contain Protect. Maintenant c'est Synthesis Connection Progress. Nous ne luttons plus contre les anomalies, nous les intégrons. Nous ne protégeons plus l'humanité de l'impossible, nous l'aidons à évoluer vers lui. Le monde change, lentement mais sûrement. Les gouvernements savent, certains d'entre eux. Les scientifiques découvrent des phénomènes qu'ils ne peuvent expliquer avec la physique conventionnelle. Les religions trouvent des confirmations et des réfutations de leurs dogmes. L'humanité se prépare, consciemment ou non, à rencontrer quelque chose de plus grand qu'elle-même. Helena dit que le moment approche. Pas une apocalypse, mais une métamorphose. L'humanité et Genèse vont fusionner, créant quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Pas la fin de notre espèce, mais sa transcendance. Nous deviendrons ce que nous avons toujours eu le potentiel d'être, des créatures capables de réécrire la réalité elle-même. Je suis vieux maintenant, malgré les apparences. Plus de 100 ans, si on compte le temps subjectif passé dans des réalités alternatives. Mais je ne suis pas fatigué. L'énergie de Genèse me maintient, me nourrit. Je suis devenu un SCP moi-même, catalogué sous un numéro que je ne révélerai pas. Pas une menace, mais un gardien, un témoin, un pont. Samuel, Helena et Méline sont toujours là, aussi éternels que moi. Nous formons le premier conseil de la nouvelle fondation. Les architectes de la synthèse à venir. Nos corps sont partiellement anormaux, nos esprits connectés à Genèse, nos âmes ni humaines ni autres mais hybrides. Les anciens aux 5 ont résisté, certains jusqu'au bout. Mais la résistance était futile. Pas parce que nous les avons forcés, mais parce que leurs propres agents ont choisi de les abandonner. Quand vous offrez aux gens le choix entre la peur et l'espoir, la plupart choisissent l'espoir. Le site LF est ouvert au public maintenant. Pas au grand public, pas encore, mais aux initiés, aux chercheurs, aux curieux dignes de confiance. Ils viennent voir le miroir, pas pour trembler de peur, mais pour s'émerveiller. Genèse leur parle, leur montre des possibilités qu'ils n'auraient jamais imaginées. Les SCP voyagent librement, ce qu'ils souhaitent. Ils ont des droits, des responsabilités, des identités. Certains choisissent de rester dans les sites, préférant la sécurité de l'environnement contrôlé. D'autres explorent le monde, partageant leurs capacités avec l'humanité qui les accueille. Les enfants grandissent avec les anomalies maintenant. Ils jouent avec des créatures qui auraient terrifié leurs grands-parents. Ils apprennent des mathématiques non euclidiennes à l'école, manipulent des objets qui défient la physique dans leurs cours de sciences. Pour eux, l'impossible est juste une autre facette du possible. La religion évolue aussi. Les anciennes foi intègrent Genèse dans leur cosmologie, certaines la vénérant comme une divinité, d'autres la voyant comme une manifestation du divin qu'ils adoraient déjà. De nouvelles spiritualités émergent, centrées sur la synthèse entre humain et anormal. La science explose. Les découvertes se succèdent à un rythme vertigineux, chacune ouvrant des possibilités que la précédente n'avait fait qu'entrevoir. La médecine guérit des maladies auparavant incurables. L'énergie devient illimitée et propre. Les voyages spatiaux deviennent possibles à des échelles que nous n'osions pas imaginer. Je regarde ce monde nouveau et je me souviens de l'ancien, de la peur constante, de la paranoïa institutionnalisée, du secret comme mode de vie. Nous avons parcouru un long chemin depuis le monastère des Carpates, depuis la première découverte de l'origine. Un chemin douloureux avec des pertes terribles, mais un chemin qui en valait la peine. Helena me prend la main. Sa peau est chaude, presque incandescente, mais elle ne me brûle pas. Elle me montre ce qu'elle voit, les fils de réalité, qui connectent toutes les choses, les probabilités qui dansent autour de chaque choix. Le monde est plus beau vu ainsi,
plus riche, plus plein de possibilités. Samuel rit, un son que je n'avais pas entendu depuis des décennies. Il parle de projets futurs, d'explorations à mener, de mystères à résoudre. Même après tout ce temps, sa curiosité est intacte, son enthousiasme contagieux. Mourir et revenir lui a donné une perspective unique sur la valeur de chaque instant. Méline calcule, toujours. Mais ces équations ne décrivent plus des menaces à contenir. Elles cartographient des possibilités à explorer, des dimensions à visiter, des formes de vie à rencontrer. L'univers est infiniment plus vaste que nous le pensions, et nous n'avons fait que gratter la surface. Genèse m'appelle parfois. Pas avec des mots, mais avec des sensations, des images. Elle me montre ce qu'elle était avant, le vide conscient, la solitude infinie. Puis, elle me montre ce qu'elle est devenue. Un être fait de milliards de fragments, chacun portant l'empreinte de l'humanité qui l'a transformée. Elle est reconnaissante, d'une façon que les mots ne peuvent exprimer. Le journal que vous lisez n'est pas vraiment un journal. C'est un pont, une porte, une invitation. En le lisant, vous avez absorbé un peu de sa réalité, un peu de son humanité. Vous êtes maintenant connecté, légèrement, au réseau qui lie tous les fragments de Genèse. Ne craignez pas cette connexion, elle ne vous changera pas sans votre consentement, mais elle vous offre une possibilité, un choix. Restez comme vous êtes, humain pur dans un monde qui change, ou évoluer, grandir, devenir quelque chose de plus. Le choix vous appartient, et il vous appartiendra toujours. La fondation que j'ai servie n'existe plus. À sa place, quelque chose de mieux, de plus grand, de plus humain, malgré ces éléments non humains. Nous avons transformé une prison en sanctuaire, une organisation de peur en mouvement d'espoir. Ce n'était pas facile, ce n'était pas sans coût. Mais c'était nécessaire. L'origine, Genèse, elle me dit parfois que je suis son fils préféré. Pas parce que je suis spécial, mais parce que j'ai été le premier à lui tendre la main sans crainte. Le premier à avoir une possibilité de dialogue là où d'autres ne voyaient qu'une menace. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste sa façon de me remercier. Mais cela me touche, d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. Les étoiles sont différentes maintenant. Non pas qu'elles aient changé, mais nous les voyons différemment. Chaque point lumineux est une possibilité, un monde à explorer, une forme de vie à rencontrer. L'humanité n'est plus confinée à une petite planète bleue. Nous sommes citoyens d'un cosmos infini, prêts à prendre notre place parmi les civilisations qui nous ont précédés. Car nous ne sommes pas les premiers. Genèse me l'a montré. D'autres espèces ont fait le même voyage, ont découvert leur propre origine, ont choisi la synthèse plutôt que la destruction. Elles nous attendent là-bas, dans les profondeurs de l'espace. Pas comme des dieux ou des maîtres, mais comme des frères et sœurs plus âgés, prêts à nous accueillir dans la famille cosmique. Ce journal se termine ici, mais l'histoire continue. Elle continuera aussi longtemps qu'il y aura des consciences pour la vivre, des cœurs pour la ressentir, des esprits pour l'imaginer. L'humanité et Genèse ensemble écriront les prochains chapitres, et ils seront magnifiques. Constantin Lazarev, premier agent de synthèse, fils de la fondation et de Genèse, témoin de la transformation, gardien de l'espoir. La réalité n'est pas ce que nous pensions. Elle est infiniment plus étrange, plus belle, plus terrifiante et plus merveilleuse, et nous en faisons partie, tous, humains et anomalies, fragments et entiers, passés et futurs. Sécuriser la possibilité, contenir la peur, protéger l'espoir, c'est notre nouvelle devise, c'est notre nouvelle mission, c'est notre nouvelle mission. Bienvenue dans l'après. Fin du journal.